Donc, bonsoir à tous, bienvenue à notre deuxième conférence, notre cycle politique, notre cercle Réunion. Nous sommes contents de vous avoir ce soir. Nous sommes aujourd'hui en présence de notre invitée, Madame Radja Mawan, coprésidente d'Ecolo, et notre modérateur, Monsieur Martin Deleix, professeur et chercheur attaché au Centre de théorie politique. Donc, comment ça va se passer ce soir? 40 à 45 minutes. Et puis ensuite, nous allons avoir une session de questions-réponses. Donc, pendant la conférence, pensez à des questions que vous allez poser éventuellement à la fin. Et du coup, on terminera vers 19h45. Tout va bien. Donc, monsieur Martin, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci de l'invitation. C'est un plaisir d'avoir l'occasion de modérer ce débat. Moi, on m'avait demandé de préparer quelques questions pour lancer la conversation. J'essaierai quand même d'être relativement bref, comme ça on pourra ouvrir le débat à la salle et puis vous pourrez poser vos questions qui seront, je suis sûr, beaucoup plus intéressantes que les miennes et donc beaucoup plus pertinentes. Mais pour commencer, en fait, je voulais simplement vous interroger et voir un peu comment vous étiez vu, et profiter du cadre dans lequel on se trouve ici, entouré d'étudiants. Et la première question que je voulais vous poser, c'était comment est-ce que vous êtes venu à la politique? Qu'est-ce qui vous a motivé dans un premier temps? Qu'est-ce qui vous a attiré dans l'activité politique? Parce que, pour être honnête, quand on voit ça de l'extérieur, c'est des journées dingues, c'est un milieu extrêmement conflictuel, où on sait qu'on peut être confronté à des relations très très tendues, avec les électeurs, avec d'autres membres de la classe politique, et donc c'est quand même un milieu qui doit être usant d'un point de vue humain. Qu'est-ce qui attire malgré ces obstacles-là qui sont assez apparents? Et notamment, je me demandais quel était, si les études que vous avez suivies avaient joué un rôle dans le choix de se lancer dans une carrière politique et le choix d'embrasser un engagement politique et d'en faire une activité professionnelle, en tout cas temporairement. C'est une longue question. Ouais, désolé. Je retire mon masque pour... J'ai la voix qui porte pas très fort, j'espère que ça ira. Si vous n'entendez pas, n'hésitez pas à me dire de parler plus fort. Donc bonsoir à toutes et à tous. Moi je suis très contente d'être présente avec vous. Merci au Cercle Réunion de m'avoir invité. Je suis toujours très impressionnée quand on m'invite dans des conférences à l'université, parce que je ne suis pas universitaire en fait. Et donc je suis toujours... c'est ma petite revanche sur le fait que je n'ai pas de diplôme universitaire. J'ai fait une haute école en communication, mais j'y reviendrai plus tard. Et donc je suis coprésidente depuis septembre 2019. Et la question me revient souvent de comment je suis arrivée à la politique. Et j'ai toujours pas trouvé de réponse satisfaisante. Parce que donc, mon parcours académique, j'ai fait une année à l'ULB en fait. Je voulais m'inscrire en haute école en communication et il n'y avait plus de place parce que je m'y suis pris trop tard bien évidemment. Je me suis dit je vais faire un an à l'ULB et on va voir un peu comment ça se passe. Et à l'ULB j'ai passé plus de temps en manif qu'au cours. Et c'est là aussi, j'avais déjà un parcours militant dans des associations de quartier à Molenbeek d'où je viens. Mais à l'UNI, voilà, j'ai été sensibilisée à d'autres enjeux, des enjeux de manifestations peut-être plus organisées. Je me rappelle de manifs pour la régularisation des sans-papiers, qui est déjà à l'époque un sujet d'actualité encore aujourd'hui malheureusement. Et donc j'ai fait un an à l'ULB, et je vous avoue que c'était pas ma meilleure année. Pas à cause de l'ULB, mais peut-être le monde universitaire me paraissait peut-être un peu loin ou un peu difficile à appréhender, parce que je viens d'une famille où on est nombreux et nombreuses, on est 10 enfants, on est d'origine marocaine, mais mon papa est ouvrier, ma maman s'occupait de nous, et on n'avait pas de diplôme universitaire dans la famille, en tout cas pas encore à l'époque. Et donc c'était peut-être une marche... je me disais c'était peut-être une marche un peu trop haute à atteindre, et je me suis contentée en fait c'est très bien comme ça, je regrette absolument pas d'avoir fait une haute école en communication. Je me dis si je trouve un job c'est très bien, je continue, si pas je me dis voilà, je vais continuer à m'instruire.
Et donc comment je suis venue à la politique, je ne vais pas dire par hasard, mais j'ai trouvé en la politique une façon pour moi de poursuivre mon engagement. L'engagement que j'avais dans des associations de terrain à Molenbeek, à Gênes, enfin dans des quartiers à Bruxelles. Et je voulais je me suis dit, il y a des choses qui ne vont pas, clairement. Et plutôt que de me plaindre, parce que j'aime bien me plaindre, et plutôt que de faire que me plaindre, j'ai envie de contribuer, de mettre la main à la pâte. Et j'ai trouvé dans la politique, mais ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être dans le social, ça aurait pu être... parce que je pense qu'on fait toutes et tous de la politique, dans la manière dont on consomme, ce qu'on achète, ce qu'on mange, la manière dont on se vêtit, tout ça, ce sont des actes politiques pour moi. Et donc voilà, j'ai trouvé dans la politique une façon de poursuivre mes engagements qui sont en fait lutte contre les discriminations, lutte pour plus de justice sociale et d'équité, et vraiment un but aussi d'émancipation très très fort, puisque je viens d'une commune où certains ont érigé l'assistanat comme modèle. Et moi je voulais lutter contre ça et être vraiment de disposer des outils pour pouvoir m'émanciper et m'autonomiser par rapport à toute une série de choses. Donc, c'est un peu comme ça que je suis arrivée à la politique. Alors c'est marrant parce que j'étais en stage chez Ecolo dans le cadre de mes études en communication. C'est comme ça que j'ai remarqué ça m'intéressait. J'ai échangé avec certains mandataires, avec d'autres, et puis on m'a invité à venir à une réunion de la section de Molenbeek chez Ecolo. J'ai été à une réunion. Et je me suis dit, plus jamais je reviens et plus jamais je ferai de la politique. Enfin, je ne veux pas de ça. Et puis, je ne sais pas pourquoi je suis revenue. Je ne sais plus pour quelle raison. Et c'est comme ça que je me suis dit, en fait, si il y a un sens, c'est une façon de s'engager d'abord pour la commune. Et puis, au fur et à mesure, d'abord la commune. Et puis, je me suis engagée au niveau de la région. Ce qui est clair, c'est que je ne m'étais jamais un seul instant imaginé être coprésidente. Jamais. D'ailleurs, je suis la seule femme invitée, je pense, par le cercle. Pas parce que vous ne voulez pas inviter de femmes, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres femmes présidentes de parti. Voilà. Et donc, ça dit aussi quelque chose de pourquoi aussi je ne m'étais jamais imaginé, c'est qu'en fait, il n'y a pas forcément d'espace ou de place pour des femmes, et puis pour des personnes qui me ressemblent peut-être, en fait. Chez Ecolo, on a une femme, mais parce que c'est obligatoire dans nos statuts. Je ne suis pas sûre, et je le dis en étant très très à l'aise, je ne suis pas sûre que si les statuts n'obligeaient pas à avoir une femme coprésidente, on ait une femme coprésidente. Et donc c'est aussi quelque chose qui m'interpelle, qui me pousse à continuer à m'engager et à agir pour faire de la place à des femmes, à des personnes racisées, à des personnes dont le niveau socio-économique ou socio-culturel est peut-être différent de ceux qu'on voit aujourd'hui, qui occupent les grandes places de la politique en Belgique. On est devenu un pays de dynastie politique aussi. J'ai beaucoup de respect pour celles et ceux qui s'engagent, même si leurs parents se sont engagés. Mais je veux dire, on arrive dans un système aussi où il y a de plus en plus de fils et filles d'eux, où les personnes qui occupent les postes à responsabilité ont le même background, ont le même profil. J'ai rien contre les hommes blancs de 50 ans, rassurez-vous, j'ai pas envie qu'ils disparaissent de la surface de la Terre, pas du tout. Ils peuvent se détendre par rapport à ça, mais voilà, ça dit aussi quelque chose de notre société et de la place... non, je ne veux pas leur disparition, je disais. Soyons tranquilles. Ça dit aussi quelque chose de notre société et du chemin qui reste à parcourir pour que davantage de personnes qui sont différentes puissent avoir un voix au chapitre. Et c'est totalement dans cet état d'esprit-là que moi je le fais. Je ne le fais pas pour ma gueule ou pour me servir la soupe. C'est ma guideline, c'est de me dire il faut que pour la suite, ça soit pour les prochaines et les prochains qui arrivent, ça soit plus facile. Que, que j'ouvre le chemin modestement, mais que les suivants est moins difficile que moi aujourd'hui. Parce que je ne vais pas me plaindre, parce que vous disiez, on peut se tutoyer ? Tu le disais dans la question, c'est un monde conflictuel, je ne vais pas me plaindre, c'est un monde conflictuel, très bien, d'accord, etc. Mais je ne suis pas du tout à plaindre.
c'est parfois psychologiquement dur à vivre, mais je suis pas dans les couches de société à plat. Je suis ce qu'on appelle d'ailleurs un transfuse de classe, où j'ai été à niveau socio-économique pour être un peu moins élevé aujourd'hui. Temporairement, je gagne bien ma vie. On verra pour la suite ce qu'il en est. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je ne suis pas à plaindre, mais effectivement, c'est un monde compliqué. C'est un monde où il y a beaucoup de testostérone, c'est un monde où il y a beaucoup de conflits. Et on peut assumer le conflit, c'est pas mauvais, c'est pas grave d'être dans le conflit, mais c'est pas évident pour des personnes qui n'ont pas l'habitude d'être présentes. C'est pas évident pour des femmes, c'est pas évident pour des jeunes, c'est pas évident pour des personnes d'origine immigrée. C'est pour ça aussi qu'il n'y en a pas tant que ça. Et je pense qu'on a encore beaucoup à progresser. Alors en Belgique, on est plus ou moins bien lotis parce qu'on a eu un Premier ministre d'origine immigrée. Donc voilà, et on dit voilà, il y a une coprésidente d'origine maghrébine. Je le redis à chaque fois, je ne veux pas être l'arabe qui cache la forêt. C'est pas parce qu'il y a... Vous l'avez? C'est pas parce qu'il y a une personne d'origine maghrébine à une place importante que c'est facile pour toutes les personnes d'origine maghrébine. Et encore là, je cite l'origine maghrébine parce que je me suis. On peut pas penser aux personnes LGBTQIA+, aux personnes d'origine d'Afrique subsaharienne, aux autres origines, etc. Mais je ne veux pas être dans le truc de on juge les gens par leur origine, mais ce que je veux dire, voilà, c'est le chemin qui reste à parcourir pour permettre à des personnes un peu différentes, qui sortent un peu du cadre, de pouvoir exister, de pouvoir évoluer dans un milieu qui n'est pas évident. Tu l'as déjà abordé, mais il y a une singularité chez Ecolo, c'est qu'il n'y a pas une présidence, il y a une coprésidence. Ça fait partie des statuts, donc c'est une contrainte que s'impose le parti. J'imagine que le fait de travailler en binôme, c'est singulier, c'est quand même unique dans le monde politique belge, et en particulier quand on est au pouvoir. Pour l'instant, Ecolo est au pouvoir, donc j'imagine que dans l'opposition, le rythme n'est peut-être pas toujours le même, il ne faut pas nécessairement prendre des décisions dans l'instant. Comment est-ce que ça fonctionne, une coprésidence, et comment est-ce que qu'est-ce que c'est le modus vivendi d'une coprésidence, et voilà, comment est-ce qu'on s'organise? Alors c'est pas évident parce que dans le monde politique, plus on grimpe, plus on est seul. Moi j'ai remarqué ça depuis que je suis coprésidente. On est sujet à davantage de solitude qu'avant. C'est dommage parce que moi j'aime bien partager, j'aime bien faire la fête, j'aime bien être avec les gens, mais on est souvent seul et confronté seul à ce qu'on vit. Là, l'avantage d'être deux, c'est une volonté d'Ecolo de se dire, dans un système qui est le système belge, d'avoir quelqu'un qui vient de Bruxelles, pour représenter la sensibilité bruxelloise, quelqu'un qui vient de Wallonie, pour justement la diversité wallonne, d'avoir un homme et une femme. Et je vais insister sur un homme et une femme parce qu'on dit, voilà, c'est bon, il y a une femme qui est présidente de parti, le job est fait. En fait, non. Il y a une femme qui est coprésidente de parti parce qu'en fait, le parti se l'est imposé. C'est une obligation. Et ça dit aussi, en fait, que si on veut obtenir des choses, si on veut faire changer les choses, on doit à chaque fois en fait mettre des systèmes et des modus operandi en place pour justement y parvenir. Maintenant, comment ça se passe quand on est deux? Il y a beaucoup de concertation. Aucune décision n'est prise l'un sans l'autre, et donc ça demande de la coordination, ça demande un peu de doigté parfois, ça demande beaucoup de confiance aussi, mais j'ai l'avantage de le faire avec Jean-Marc Nollet, qui est là depuis un peu plus longtemps que moi, voire beaucoup plus longtemps que moi, et qui a une certaine expérience, puisqu'il a déjà été ministre, il a été au fédéral et à la région, donc il a une expérience qui est un plus. Mais j'ai aussi une expérience qui est totalement différente de la sienne, puisque j'ai une expérience de terrain, du niveau local, d'une certaine réalité qu'il ne connaît pas, et donc sur ce plan-là, on est hyper complémentaires, et je pense que c'est une force. Après, quel rythme? On passe beaucoup, je l'ai dit, beaucoup de coordination. Quand on est au pouvoir, c'est beaucoup de coordination avec les ministres, avec les différentes personnes qui sont à la manœuvre, parce que il y a cet enjeu de responsabilité aussi, de se dire chacune des décisions qu'on va prendre,
chacun des choix qu'on va opérer vont avoir des conséquences très très directes sur la vie des gens. Et ça, même si je le vis bien, ça reste quelque chose, c'est une responsabilité extrêmement lourde à porter. Je dis encore, je ne me plains pas, mais c'est pour s'imaginer quand un gouvernement décide d'appliquer le CST, on sait ce que ça veut dire, et on ne le fait pas avec plaisir. Et évidemment, ça nous fait réfléchir, et en tout cas, moi, je ne vais pas dire que je passe des nuits blanches à réfléchir à toutes les décisions qu'on prend, mais effectivement, c'est quelque chose qui nous travaille beaucoup, parce qu'on dit chacune des décisions prises a un impact, et là-dessus, on n'a pas le droit de se planter. Et ça c'est vertigineux, en fait, quelque part. Ouais. On en discutait avant que la conférence commence. Tu reviens il y a quelques jours de la COP26 à Glasgow. J'imagine qu'une partie d'entre vous, vu la catégorie socio-démographique à laquelle vous appartenez et votre âge, ont dû marcher ont dû faire partie du mouvement Youth for Climate. Il y a assez manifestement un consensus sur le fait que l'accord qui a été trouvé à Glasgow est un accord à minima qui est relativement décevant. Dans une perspective plus belgo-belge, il y a un peu aussi quand même ce truc un peu ridicule que la Belgique s'est présentée en fait sans plan climat. Alors la Belgique n'est pas décisive pour l'orientation, pour la trajectoire climatique mondiale, mais enfin c'est quand même d'un point de vue symbolique, c'est un peu, j'imagine, ça va être une déception pour Écolo, d'autant plus que sur les 6 ministres ou 5, je ne sais plus, de l'environnement, 3 d'entre eux sont écolos, et alors j'imagine bien que l'absence d'accord n'est pas due à ces 3 ministres, mais il y a la présence d'un ministre NVA également de l'environnement. Est-ce que c'est une déception? Comment est-ce que ça s'explique? Et qu'est-ce que ça a donné du coup à Glasgow? Enfin, comment est-ce que la Belgique a pu se présenter à Glasgow? Une déception, oui, clairement. Moi, c'était la première fois que je participais à une COP. Et quand on me demandait c'est quoi une COP, je ne savais pas expliquer ce que c'était. Et après y avoir été, je peux plus ou moins expliquer ce que c'est. Parce que sur le fond, sur papier, je vois très bien. Mais dans les faits, en fait, quand on arrive à la COP, c'est... vous voyez le salon Batibo? C'est vraiment ça. C'est un peu ça. C'est un énorme espace où il y a chaque pays a des pavillons pour présenter ce que chaque pays fait pour l'environnement, pour le climat. Le Brésil qui va présenter tout ce qu'il fait. Ah oui, Bolsonaro, il fait des trucs pour le climat, je ne savais pas. Donc voilà, chaque pays vient parce que le Brésil, il y a pas mal de pays qui est là et qui présentent ses avancées et voilà, ses objectifs au niveau climatique. Donc oui, une déception parce que moi j'y allais sans trop savoir ce que c'était. Et en même temps, chaque COP, on nous dit c'est la COP de la dernière chance. En fait, oui. Si on se dit à chaque fois c'est la COP, c'est la conférence, c'est le rendez-vous de la dernière chance, et qu'on se loupe, oui, c'est plus que décevant. Maintenant, moi je suis dans une logique où des solutions, elles existent. Les solutions existent au niveau belge, au niveau européen, au niveau mondial aussi. Maintenant, ce qu'il faut, c'est une volonté politique beaucoup plus affirmée pour le faire. Et donc, je distingue les deux aspects parce qu'il y a un enjeu mondial où là, clairement, l'accord, il est mauvais, il est décevant. Et moi, je suis partie vendredi, ça a duré jusque samedi soir, dimanche. Et là, moi, en partant, on avait bon espoir de se dire tous les pays du monde vont se mettre d'accord pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. C'était ça l'enjeu. Or, il n'y a pas eu d'accord, et donc clairement, c'est décevant. C'est décevant. Après, il y a l'aspect belgo-belge. Et là, oui, en fait, ce qui se passe, c'est que la Belgique a un plan climat. La Belgique a un plan climat, et en fait, on a dû, pour correspondre aux objectifs de l'Europe, augmenter la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce qu'on appelle l'objectif 55% à l'horizon 2030. En fait, chaque entité a un accord. Bruxelles, la Wallonie, l'État fédéral, et puis il y a la Flandre. La Flandre, avec une ministre NVA, qui n'était pas présente à la COP, parce qu'on dit qu'elle a eu un cas de Covid dans son cabinet, et je la crois en bonne foi. C'est vrai, je la crois. C'est pas parce qu'elle était à Marbella 2 jours avant, non, je crois qu'elle a vraiment eu
un cas de Covid dans son cabinet, donc elle n'était pas présente physiquement, elle était présente par Zoom ou par Teams, je ne sais plus, en tout cas elle était présente virtuellement avec nous. Et donc il y a un accord, chaque gouvernement s'est mis d'accord pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. Alors on va dire, je fais la promo d'Ecolo, vous pourrez dire, mais la réalité, elle est celle-là, c'est que là où Ecolo est présent dans le gouvernement, ses ambitions ont été rehaussées. Donc il y a un plan plus ambitieux pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Au niveau flamand, au niveau de la Flandre, la NVA, qui a cette compétence-là, a pris un accord extrêmement peu ambitieux, qui en fait met à mal tout l'accord belgo-belge, puisqu'on a une particularité en Belgique de si tout le monde ne se met pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Et donc au niveau de la Flandre, c'est c'était le chiffre un peu technique, ils sont arrivés à 40%, or il faudrait monter jusqu'à au moins 45%. Ils ont dit non, on plafonne à 40%. Mais ça veut dire que la Flandre fait payer aux autres entités, aux Bruxelloises, aux Bruxellois, aux Wallons et aux Wallonnes, et aux autres entités, le fait qu'elles manquent d'ambition. Et donc c'est ça qui était problématique. Et pour moi, il ne fallait pas presser un accord. Tu l'as dit, la Belgique est un acteur important, mais ce n'est pas l'acteur mondial le plus important. Il y avait d'autres pays qui étaient présents et d'autres pays qui ont plus d'espace que la Belgique. Et donc, pour nous, l'important, c'était pas d'avoir un accord à la COP, puisqu'en fait, c'est une date de calendrier, et l'important, c'est d'avoir un bon accord, un accord qui soit ambitieux, un accord qui soit respectueux des autres entités, parce que pour moi, il est hors de question que les Bruxellois, les Bruxelloises ou les Wallons doivent payer le manque d'ambition de la Flandre, en fait. Et donc, c'est clair qu'à un moment donné, tu te dis, mais en fait, on est belge. Donc, juste pour comprendre la petite anecdote, donc je l'ai dit, Salon Bâtiment, chaque pays a un petit pavillon, et puis chaque pays a un petit espace de travail. Et donc je suis passée comme ça. Donc, États-Unis, ils ont, je sais pas, plus grand que cet auditoire, c'était énorme. Le Liechtenstein, c'était un placard. Et la Belgique, c'était 2 pièces rikiki. On pouvait être 10, maximum à l'intérieur. Et donc, pour dire, c'est pas la Belgique qui est l'enjeu principal, mais ce qui était important de souligner, c'est que pour nous, l'important, c'était d'avoir un accord, et qu'on ait un accord qui peut intervenir 2 semaines après la COP, c'est pas le plus grave. Et donc, pour nous, on ne devait pas accepter un accord pour avoir un accord, pour que la Flandre puisse mettre sur le dos de la Belgique et des autres entités son manque d'ambition. Mais c'est là où je voulais en venir, c'est qu'un si petit pays, avec pléthore de ministres, la vérité c'est qu'on a beaucoup trop de ministres en Belgique. Et en ayant moi-même, oui, je peux le dire, oui, il y a beaucoup de ministres. Tu as filmé ça. Tu ne l'enverras pas à Alain. Oui, donc effectivement, il y a un côté ahurissant et hallucinant de se dire, mais dans quelle pièce on joue en fait. Et c'est ça qui parfois me dit, je comprends le désintérêt par rapport à la politique, c'est que moi-même parfois je me dis, mais en fait c'est quoi le sens? C'est quoi le sens de mon engagement? C'est quoi le sens de continuer à jouer dans cet univers alors qu'on est entouré de gens complètement cyniques en fait. Sur la question du sens justement, mais Ecolo, pendant très longtemps, s'est singularisé parce qu'il avait une espèce de monopole sur une idée, sur une idéologie, sur l'écologie politique. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que comme la question environnementale est de plus en plus pressante, en fait, il y a une déclinaison de l'écologie. Il y a une écologie conservatrice, il y a une écologie libérale, il y a... Paul Magnette termine un livre sur l'écosocialisme. C'est à la mode. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que au sein d'Ecolo, il y a une angoisse ou une réflexion, une volonté de réaffirmer un peu cette identité au niveau des idées, de faire revaloir une singularité de l'écologie politique propre à Ecolo? Est-ce qu'il y a un travail dans ce sens-là? Alors, une angoisse, non. Parce que moi je pense que les gens préfèrent toujours l'original à la copie. Mais et surtout une angoisse non, parce qu'en fait, j'ai envie de dire, enfin les gens se disent
il va falloir faire quelque chose pour l'environnement et le climat. Enfin, les gens ouvrent les yeux, quand je dis les gens, c'est les autres partis, ouvrent les yeux sur... Pendant des années, alors moi je suis jeune, mais j'ai souvenir de ça, pendant des années, on regardait les écolos comme des hurluberlus. Comme, arrêtez avec vos petites graines, etc. C'est pas comme ça qu'on va se devenir. Oui, ok, d'accord. Mais en attendant, il y a eu pas mal d'événements climatiques qui se sont passés. J'ai pas envie de citer des inondations, parce que c'est l'exemple le plus frappant. Ce qui s'est passé cet été en Belgique, c'est quoi? C'est l'entrée fracassante du dérèglement climatique dans la vie des gens. Et c'est à nos portes, c'était chez nous. C'était pas quand on voit en Australie les koalas qui brûlent, c'est dur, c'est loin, c'est moins matériel. Et donc là, on y était. Et donc oui, il n'y a pas d'angoisse par rapport à ça. Et je veux dire, enfin, les autres partis se penchent sur la question du climat. Et moi, je vois ça comme une victoire culturelle, en fait, pour l'écolo. De se dire, on a tellement porté cet enjeu-là, on a tellement tenu cette expertise-là, et une expertise qu'on nous reconnaît d'ailleurs par ailleurs au sein des autres partis, de dire voilà, on a porté cet enjeu-là, on a tenu bon, on a toujours été cohérent par rapport à ça, parce que vous pouvez reprendre Écolo qui existe depuis que 40 ans certes, mais depuis le début jusqu'à maintenant, on a toujours porté ce discours-là, un discours sur l'urgence climatique. Donc on peut nous reconnaître cette cohérence-là. Donc je suis pas inquiète. J'allais dire un truc et j'ai oublié. Mais qui était important. Ah oui, non, je suis pas inquiète. Par contre, je suis emmerdée. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, dérèglement climatique, tout le monde est OK pour dire que c'est important. Pourquoi la Flandre n'arrive pas à se doter d'un plan climat ambitieux? Si les autres partis sont à ce point conscients. Donc il faut vraiment pour moi différencier le greenwashing de on se positionne pour une écologie et les actes qui sont mis en place pour justement prendre ce problème à bras-le-corps. Il y a ce qu'on dit dans les médias, il y a ce qu'on dit comme positionnement parce que c'est rentable électoralement, et puis il y a ce qui est fait concrètement dans les gouvernements, dans les majorités, parce qu'on peut compter aussi les majorités locales. Quand certains partis nous disent oui, le climat c'est important, mais qu'il n'y a rien qui est fait pour développer la mobilité douce. Ok, mais t'as compris le message ou pas en fait? Quand on dit en fait l'environnement c'est important, mais qu'est-ce qu'on fait pour développer des espaces verts? Quand on dit le climat c'est important, mais qu'est-ce qu'on fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre? Donc oui, le climat c'est important, et donc je pense que tout le monde est d'accord ici. Mais comment on différencie le positionnement, la posture, avec les actes concrets, ça c'est encore autre chose. Alors, on est à l'ULB tout à fait sur un autre sujet, mais pendant plusieurs mois, il y a eu des occupations sur le campus de l'ULB, sur le campus de la DUB, occupations qui se sont poursuivies par des grèves de la faim, de personnes qui demandaient à obtenir une régularisation. On se souvient qu'il y a eu tout un épisode au début de l'été où le PS et puis Écolo ont mis la pression au secrétaire d'État à l'asile et à l'immigration, en lui demandant d'intervenir, et ont menacé même de quitter le gouvernement, ce qui était quand même la première secousse majeure de la majorité fédérale. Suite à ça, avec la pression par ailleurs de la société civile, etc., il y a eu un engagement qui a été pris. En tout cas, il a semblé aux acteurs qu'il y avait un engagement qui était pris. On a des vidéos de Fred Rosemont qui fait miroiter, en tout cas, aux occupants qu'au bout de la route, il y a une régularisation possible. Et puis aujourd'hui, on a les premières décisions qui commencent à tomber, et on sait qu'elles sont majoritairement négatives, très largement majoritaires, et puis que, visiblement, l'engagement à la clémence administrative qui a été formulé par l'Office des étrangers n'est pas du tout tenu. Est-ce que Écolo va réagir sur cette question-là? Est-ce qu'il va y avoir une intervention? Ou est-ce que on va laisser Sami Madi gérer le dossier lui-même et qu'il n'y aura pas de pression extérieure, qu'il ne va pas y avoir d'intervention des autres acteurs de la majorité dans ce dossier-là? C'est un dossier délicat. Pendant les négociations pour le gouvernement fédéral, elles ont été ramassées en un mois maximum.
tout l'accord de majorité, c'est la partie de l'accord de majorité avec laquelle je suis la moins satisfaite, voire la plus mécontente. Parce que pour Écolo, on avait une vision de la migration qui était à 1000 lieues de celle des autres partis, mais vraiment à 1000 lieues. On a réussi à éviter des horreurs, en fait. Et nos victoires, entre guillemets, c'est d'avoir évité des horreurs. Donc on a mis fin à l'enfermement des enfants. Moi, je suis hallucinée, en tant que politique de 30 piges, de dire c'est parce que Écolo est c'est pas que parce que, mais dans le nouvel accord de majorité, c'est juste à ce moment-là qu'on s'est dit il ne faut pas enfermer des enfants. Déjà c'est voilà, c'est éloquent, ça me casse en disant ça. Donc je disais, nos victoires, c'est les choses qu'on a réussi à éviter. Maintenant, sur cet enjeu de la migration, étant moi-même d'origine immigrée, donc je suis tout à fait à l'aise avec ça, je peux le dire, on a une bataille culturelle à mener, en fait. Puisque le framing en Flandre, en France aussi par ailleurs, mais le framing médiatico-politique en Flandre, il n'est pas du tout la position des partis progressistes en Belgique francophone. Pas du tout celui-là. Et il y a des partenaires de majorité flamands, progressistes, qui sont encore plus durs que des partis de droite. Le SPA, pour ne pas le citer, enfin bon, Raoult. C'est un son, c'est pas une image. Voilà. On a des partenaires de majorité censés être progressistes qui sont très très durs, parce qu'ils sont dans un environnement et dans un contexte médiatico-politique flamand qui est très dur par rapport à ça. Du côté francophone, c'est pas mieux parce qu'en fait on est pollué par le débat franco-français, qui est un débat, on peut dire, xénophobe. On a perdu la France. C'est le groupe français ici, c'est ça. Mes condoléances. On a perdu ce pays des Lumières, on l'a perdu en fait. Et donc, on se retrouve coincé entre deux espaces médiatiques, deux espaces médiatico-politiques, où en fait, notre positionnement sur frontières ouvertes, migration, régularisation, c'est inaudible. On n'a pas, quand on prononçait le terme régularisation pendant les négociations, c'était inaudible, on ne pouvait pas. C'était pas possible, il n'y avait pas l'espace pour. J'ai bon espoir que peut-être, pour des négociations suivantes, peut-être, mais je le dis, si demain on fait un tirage au sort, un référendum en Belgique de est-ce qu'il faut oui ou non régulariser les sans-papiers, je ne suis pas sûre que la réponse soit positive en fait. Donc, je le dis, pour moi, la première bataille à mener sur cet enjeu-là, c'est une bataille culturelle. Maintenant, sur ce qui nous occupe ici, effectivement, nous, on n'a pas été partie prenante de l'accord. Quand je dis nous, c'est Écolo. Pour nous, on a mis ce point à l'ordre du jour en disant un gros warning. Ce qui se passe à l'ULB, ce qui se passe dans les occupations, est inacceptable dans un pays qui se dit être un pays des droits de l'homme, un pays démocratique, un pays démocrate, gouverné par des libéraux. C'est inédit pour nous. On ne peut pas. Et c'est juste de se dire on n'est rien, on n'a droit à rien parce qu'on n'a pas un bout de papier. Ça, c'est une conception, une philosophie qui nous dépasse totalement. Et donc, nous, on ne va pas laisser Sami Madi faire ce qu'il veut tout seul. Et nous, on ne le laisse pas faire ce qu'il veut. Par contre, il y a la question de, et ça c'est une question de stratégie aussi politique, est-ce qu'on fait du bruit autour de ça ou on travaille en coulisses? Et la position qu'on a prise, en concertation avec nos députés qui suivent la matière, en concertation avec nos ministres au sein du CAIR, notre vice-premier ministre Georges Quinet, on a pris l'option stratégique de travailler en coulisses, activement, sur cet enjeu-là, plutôt que d'en faire du bruit, parce que moi j'ai toujours appris ça, ce qu'on gagne en communication, on le perd en négociation. Et donc, on a pris cette option stratégique-là. On espère qu'elle sera couronnée de succès, mais ce n'est pas un sujet sur lequel on est... c'est pas un sujet
moins important pour nous, parce que la preuve, cet été, on l'a dit, c'était pas censé se retrouver sur la place publique, mais ça a été diffusé, ça a fuité. S'il y a un mort dans les occupations, on quitte le gouvernement, parce que moi je ne peux pas assumer, et mes ministres ne pouvaient pas assumer de se dire, moi je dors alors qu'il y a quelqu'un qui est mort parce qu'il n'y avait pas de papier. C'est impossible, c'est intenable comme position. Une dernière question, et puis après on ouvrira à la salle. Il y a eu une séquence très dure autour de la nomination de Ihsane Aouache comme commissaire du gouvernement. La question, c'est pas tellement, je voulais pas revenir sur ce cas-là en particulier, parce que d'une part je trouve que c'est très personnalisé, donc c'est pas un débat intéressant, mais c'était revenir sur la question de la laïcité de façon plus générale, parce que, je crois que c'est un secret de polichinelle, que c'est quand même une question qui peut être clivante en interne au sein des colos, qu'il y a des sensibilités, notamment une distribution régionale des sensibilités autour de ça, qui n'est pas nécessairement la même. En Wallonie, il y a une position qui n'est peut-être pas exactement celle des fédérations bruxelloises. C'est plus nuancé, mais ok. Mais qu'il n'y a pas... Est-ce que... Enfin, il n'y a pas vraiment... Il y a eu des discussions très fortes en interne sur ces questions-là. Est-ce que Écolo a aujourd'hui surmonté en quelque sorte ces discussions-là et a un discours uni sur la question de la laïcité, ou est-ce que c'est toujours un dialogue en cours qui doit atterrir un peu et où il s'agit de pouvoir entendre tout le monde et d'aboutir d'une façon ou d'une autre? Alors sur laïcité, c'est très clair, on a un discours uni, on ne veut pas de la laïcité dans la Constitution. On est plutôt preneur et plutôt pour la neutralité. Ce qui sont deux concepts différents. Et pourquoi laïcité a un écho fort? C'est parce qu'il y a tout ce qui est mis là derrière, notamment par le discours franco-français, sorry encore, et parce que certains politiques en Belgique en ont fait. C'est un sujet, je l'ai dit, difficile, mais comme partout en fait. Si on a un repas de famille et on veut un peu décoller l'ambiance, on peut parler de CST, une vaccination, on peut parler de neutralité. Et là, on est sûr, on passe une bonne soirée. Donc, c'est un sujet difficile, et là aussi, il faut pouvoir entendre toutes les sensibilités qui sont présentes dans la société belge. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une sensibilité meilleure que l'autre. Par contre, ce que moi je ne supporte pas, c'est les caricatures qui en sont faites. Des positions et des uns et des autres. C'est pas parce qu'on est pour la neutralité qu'on est raciste. Par contre, c'est pas parce qu'on est pour le port de signes convictionnels dans l'administration qu'on est islamiste. Hein. Et donc, un peu de nuance dans un débat extrêmement compliqué, c'est important, et je trouve qu'on en manque très fort, parce que c'est un débat passionnel et passionné qui fait en fait appel à un imaginaire nourri par un contexte aussi médiatico-politique de grands remplacements, on leur donne ça, ils vont prendre ça, demain si on accepte le foulard, tout le monde va devoir porter le foulard. Je vous rassure, moi ça va, j'ai pas envie, je ne le porte pas, personne ne me fait chier avec ça. Il y a autour de cette question, je l'ai dit là aussi, une espèce d'enjeu aussi culturel en fait, très fort culturel. Demain on fait je le disais, un vote référendum sur cette question-là, je ne suis pas sûre du résultat non plus. Et j'ai l'impression que sur cet enjeu-là aussi, il y a une question générationnelle très forte. Alors, je pense que dans cette catégorie d'âge-là, cette question, elle fait moins débat que dans d'autres catégories d'âge. Peut-être que je me trompe aussi, j'en sais rien, peut-être que je suis tellement vieille et j'ai déconnecté que je ne suis plus au fait. Mais c'est clair que c'est une question qui vit dans la société, dans les médias, et qui vit dans tous les partis, dans l'autre aussi. On est fiers chez Écolo d'avoir toutes les sensibilités qui sont représentées et qui ont droit à la parole et qui s'expriment.
Il y a des laïcs, il y a des chrétiens, il y a des cathos, il y a, sans faire le truc de truc Benetton à deux balles, mais vraiment, c'est-à-dire que, et chez Écolo, ce qui est important de dire, c'est qu'on ne s'est bâti sur aucun pilier. Aucun. On est justement un conglomérat comme ça de différents mouvements anti-racistes, féministes, environnementalistes, droits de l'hommistes, droits humanistes. Pardon. Je sais pas comment on dit droit de l'homiste. Droit de l'humain. Ouais, mais comment tu fais le mot en tout cas, droit humaniste. Où justement, on ne s'est construit sur aucun pilier. Quand on parle du pilier ouvrier ou du pilier chrétien, etc. Et donc, on est justement, on a cette force-là d'être totalement dans la diversité des opinions et des représentations qui existent et qui est historiquement présente chez Écolo et qui continue à exister. Dire qu'il y a des sensibilités différentes, oui, mais elles ne sont pas pour moi liées Wallonie à Bruxelles. Je pense qu'il y a beaucoup plus en commun entre un Bruxellois et un Liégeois qu'entre un Liégeois et, je ne connais pas une ville totalement, un village, et un village en Wallonie. Spontan ou Tiplou. Je pense que c'est plutôt en jeu ville rurale, je pense, mais ça reste à vérifier. Mais avec ça, on est tout à fait à l'aise. Oui, c'est un débat difficile. Oui, c'est un débat qui doit se tenir. Et on est, chez nous, totalement à l'aise avec cet enjeu-là. Par contre, ce qui s'est passé durant l'affaire Ihsan Hawash, ça, c'est gravissime. On a détruit une femme. On a jeté son nom en pâture. Et je prends la responsabilité aussi du parti, de mon parti. On a nommé Ihsan Hawash et elle s'est fait démolir. Et on en revient à ce que je disais au début. Comment on fait collectivement pour permettre à des personnes qui s'appellent Ihsan, à Raja ou à d'autres de pouvoir exister sans se faire démolir. Et donc ça, c'est aussi un autre enjeu qui, pour moi, est un fil vert dans mon engagement. Un grand merci pour les réponses. Je vais